Bonjour à tous, je me présente, je suis Franck Touré, je fais partie de l'équipe enseignante de droit civil au sein de l'ISP pour le concours complémentaire. Alors, nous allons envisager aujourd'hui le sujet qui a été proposé en 2016 pour le concours complémentaire dans le cadre de la dissertation de droit civil, à savoir le sujet « Les conséquences civiles du divorce ». Alors, ce sujet, les conséquences civiles du divorce, est un sujet qui était assez prévisible également, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que c'est le quotidien du juge aux affaires familiales. Une fois qu'il sait que les époux se sont accordés ou que le juge s'est prononcé sur le principe même du divorce, il est nécessaire de se prononcer sur les différentes conséquences civiles du divorce, qui peuvent être nombreuses, voire conflictuelles en fonction des situations. Concrètement, plus le mariage a duré de temps, plus les conséquences du divorce seront difficiles à régler et à appréhender. Donc, première raison. Ensuite, c'est aussi au regard du programme de l'ENM. Alors certes, le sujet de 2015 qui avait été proposé, c'était l'intervention du juge dans les rapports entre les personnes mariées. C'était 2 ans auparavant, était un sujet de droit des personnes et de la famille. Mais on pouvait aussi s'attendre, puisque le programme en matière de concours complémentaire n'est pas extrêmement vaste, on peut avoir des idées de thèmes qui sont susceptibles de tomber. D'autant plus qu'en 2016, il y avait en matière de divorce déjà des propositions de modification, de réforme en matière de divorce. En tout cas, il y avait des bruits de couloir pour modifier le divorce et aller encore plus vers ce mouvement de contractualisation que l'on a en droit de la famille. Alors, justement, ce mouvement de contractualisation est particulièrement intéressant lorsqu'il faut mettre en avant ces conséquences civiles du divorce. En 1804, soyons très clairs, le mariage était indiscutablement considéré comme étant une institution. Certes, il était possible de dissoudre cette union, mais l'on adhérait à un statut et il était extrêmement difficile de sortir de ce statut. Ensuite, la doctrine notamment a pu considérer que le mariage et par conséquent son extension, sa dissolution, avait plutôt une nature mixte. En effet, on a eu différentes réformes, une libéralisation notamment du divorce, libéralisation des institutions du mariage. Donc, on est allé vers un aspect beaucoup plus contractuel. Aujourd'hui, nous sommes très nettement dans la progression, dans cette idée de contractualisation du mariage. Or, justement, le juge est le gardien de cet aspect institutionnel. En effet, à travers le divorce pour faute, notamment, je reviendrai dessus tout à l'heure en envisageant les différents cas de divorce, lorsque le juge intervient pour sanctionner l'un des époux, en réalité, il intervient pour protéger cette institution du mariage. En faisant un parallèle, c'est un moyen, c'est une sanction dans le cadre de l'inexécution d'un contrat. Donc on a un véritable mouvement en matière de droit de la famille. Nous sommes partis d'un aspect institutionnel marqué, très présent, vers ensuite une nature mixte et aujourd'hui, nous sommes incontestablement dans le cadre d'une nature contractuelle du mariage, mais l'aspect institutionnel n'est pas totalement abandonné. Alors, certes, la loi du 17 mai 2013 a ouvert le mariage pour les personnes de même sexe, ce qui va dans le sens de l'aspect contractuel. Si on est dans une conception traditionnelle du mariage, c'est entre un homme et une femme en vue de fonder une famille. Néanmoins, même avec l'ouverture pour le mariage des personnes de même sexe, on est plutôt dans une conception très moderne finalement du mariage, avec cette prise en considération des nouvelles formes de couple, on a toujours cet aspect institutionnel et toujours cet objectif du mariage de fonder une famille. En effet, les personnes de même sexe, si elles sont mariées, peuvent adopter ensemble. Ce qui montre bien que nous avons toujours cet aspect traditionnel du mariage avec cette idée derrière qui est de fonder une famille. Donc on a un mouvement général en droit de la famille d'un aspect institutionnel vers une contractualisation, mais ce n'est toujours pas une contractualisation poussée à son paroxysme. En effet, ça se manifeste notamment à travers la dissolution du mariage. Alors, certes,
la loi J21 a ouvert le divorce en dehors des prétoires, puisque désormais il est possible de divorcer par consentement mutuel extrajudiciaire, à l'aide d'un avocat plus d'un notaire. Néanmoins, au moment où le sujet a été proposé, en 2016, cette voie du divorce n'était pas ouverte. En effet, en 2016, et on voit tout l'aspect institutionnel du sujet ici, le divorce ne pouvait être prononcé que par un juge. En effet, pour pouvoir sortir de cette institution contractuelle qu'est le mariage, il était nécessaire de recourir à un juge. En effet, l'ancien article 229 du Code civil posait plusieurs types de divorce. Il y avait le divorce par consentement mutuel des époux, accord sur le principe et sur les effets des époux. Il y avait ensuite le divorce pour altération définitive du lien conjugal, c'est-à-dire que les époux étaient séparés depuis plus de 2 ans antérieurement à la loi de programmation de la justice 2018-2022, et le divorce par acceptation du principe de la rupture. Les époux étaient d'accord sur le principe du divorce, mais non sur les effets du divorce. Enfin, et c'était tout l'aspect institutionnel, le juge intervenait dans le cadre d'un divorce pour faute, soit au tort exclusif de l'un des époux, soit au tort partagé. Ces mouvements généraux se concrétisent également dans le cadre du sujet qui était à traiter, à savoir les conséquences civiles du divorce. Pourquoi? Tout simplement parce que désormais, pour certaines conséquences notamment, les parties peuvent tout à fait proposer au juge, voire même c'est obligatoire dans certains cas, doivent proposer un règlement des conséquences du divorce. Règlement des conséquences du divorce, on voit l'aspect contractuel où le juge ne fait qu'intervenir pour vérifier finalement que les règles traditionnelles du droit des contrats et l'aspect institutionnel du mariage sont bien préservés. Donc ici, le sujet, c'était les conséquences civiles du divorce. Donc le sujet était déjà limité à une forme de couple. En effet, cela ne concernait que le couple marié. Cela excluait donc également le couple pacsé et le couple en concubinage. Alors, vous me direz bien évidemment que ces aspects ne sont pas au programme en ce qui concerne le pacs et le concubinage. Oui, ce n'est pas dans le programme officiel du concours complémentaire. Néanmoins, vous en conviendrez que ne pas connaître le régime juridique du concubinage et du pacs me semble très périlleux pour le concours complémentaire si l'on veut faire des parallèles par rapport au mariage et au divorce. Donc, on a 3 formes d'union au droit français, le concubinage, le pacs et le mariage. Les 2 premiers, clairement, ce sont des aspects concubinage et pacs contractuels. Le mariage, c'est un aspect institutionnel. Aussi, et c'est ça tout le rôle du juge dans le cadre de votre sujet, c'est ce que vous deviez démontrer, comment le juge parvient-il à concilier cette liberté contractuelle qui est en partie offerte aux parties et la protection de l'institution du mariage. Et c'est ça le cœur de votre raisonnement, c'est là-dessus que vous allez devoir raisonner, c'est comment le juge parvient-il à opérer cette conciliation entre ce mouvement contractuel en matière de mariage et par extension de divorce, tout en préservant, tout en protégeant l'institution du mariage. Alors, plusieurs aspects concrètement étaient à envisager dans ce sujet-là, et il fallait avoir une vision relativement large du sujet, une vision de bien appréhender toutes les conséquences du divorce. On pouvait l'appréhender à l'égard de 2 aspects. Tout d'abord, on pouvait envisager les conséquences à l'égard des enfants. Bien évidemment, cet aspect ne relève pas non plus du programme du concours complémentaire, c'est-à-dire d'envisager finalement toute la question de l'autorité parentale. Alors, cette question de l'autorité parentale, certes, n'est pas au programme, mais on pouvait tout de même l'envisager, c'est que le divorce, en soi, n'a aucune incidence quant à l'exercice de l'autorité parentale. Que les parents soient ensemble ou que les parents soient séparés, cela ne va rien changer au regard de l'autorité parentale. Néanmoins, dans certains cas, le juge dispose de pouvoirs importants pour pouvoir soit retirer l'exercice de l'autorité parentale, soit même aller jusqu'à retirer la titularité de l'autorité parentale. Toujours à l'égard des enfants, on peut se poser aussi différentes questions,
comme la question de l'hébergement. Quelle va être la résidence de l'enfant? Est-ce que ça sera une résidence alternée ou est-ce qu'il va s'agir d'une résidence fixe? Autre aspect encore qu'il convenait d'appréhender dans vos copies, c'est la question du versement ou non d'une éventuelle pension alimentaire. Donc ces aspects désormais peuvent être réglés par la voie contractuelle. Mais au-delà de ces aspects qui sont à la frontière du programme, certes ce sont des conséquences du divorce, mais la question de l'autorité parentale, c'est du droit de la filiation que vous n'avez pas dans le cadre de votre programme pour le concours complémentaire. À côté de ces aspects, il y avait d'autres aspects beaucoup plus techniques à appréhender. Ce sont les véritables conséquences à l'égard des époux. Quelles sont les conséquences, au-delà des conséquences entre les enfants, quelles sont concrètement les différentes conséquences qu'un divorce a à l'égard des époux? Il y a plusieurs aspects sur lesquels le juge doit intervenir, éventuellement après un accord des parties. Tout d'abord, le juge doit intervenir dans le cadre des conséquences personnelles. Quelles sont ces conséquences personnelles du divorce? Tout d'abord, première conséquence personnelle, lorsque le juge prononce le divorce, les époux vont avoir le statut de personnes divorcées et par conséquent, elles peuvent se remarier ultérieurement. Donc, très bien, ça c'est un des aspects, ce n'était pas nécessaire de l'approfondir plus que cela. Autre aspect encore qui suscite un contentieux particulièrement intéressant, c'est au regard du nom d'usage. Vous le savez, désormais, la question du nom a été bilatéralisée. L'homme peut prendre le nom de son épouse ou l'épouse peut prendre le nom de son homme. Traditionnellement, c'était la femme qui prenait à titre d'usage le nom de son mari. Par principe, chacun des époux reprend l'usage de son nom. Néanmoins, il est possible, et on voit l'aspect contractuel à travers le nom d'usage, néanmoins, l'autre époux peut autoriser son ex-épouse ou ex-époux à continuer d'utiliser le nom de famille. Et au-delà, le juge, à défaut d'accord entre les époux, peut intervenir lorsque la personne justifie d'un intérêt légitime pour user de ce nom. On pense notamment, vous pouvez aller consulter toute la jurisprudence sur ce point, c'est notamment le cas des personnes célèbres, par exemple, qui sont connues sous leur nom d'usage, sur le nom d'époux ou d'épouse, ou ça peut être aussi pour un intérêt un petit peu plus personnel, un intérêt familial, c'est notamment de conserver le nom lorsque ses enfants, plusieurs de ses enfants portent ce nom. Je vous invite à aller consulter la jurisprudence sur ce point. Donc on a ces conséquences tout d'abord personnelles. Mais au-delà de ces conséquences personnelles, le juge doit surtout intervenir, c'est généralement ce qui suscite le plus de contentieux, le juge doit également intervenir dans le cadre des conséquences financières du divorce entre les époux. Au titre de ces conséquences financières, le juge doit notamment se prononcer sur la question de l'article 266 du Code civil, à savoir, est-ce qu'il y a un préjudice qui est lié à la rupture de l'union matrimoniale? Article 266. Également, le juge peut intervenir pour réparer un préjudice sur le terrain de l'article, cette fois anciennement 1382 du Code civil. Au-delà de ça, le juge intervient surtout, et là il est au cœur même, j'ai envie de vous dire, de cette prestation, de cette notion juridique qu'est la prestation compensatoire. En effet, il est nécessaire, dans le cadre d'un divorce, de se prononcer sur la prestation compensatoire. Alors, le juge et la Cour de cassation, notamment, ont dû intervenir en matière de prestation compensatoire. Tout d'abord, la prestation compensatoire, prévue aux articles 270 et suivants du Code civil, a pour objectif de compenser la disparité qui va naître du divorce. Alors, le juge, tout d'abord, intervient pour déterminer si oui ou non il convient d'octroyer une prestation compensatoire. Désormais, elle a vocation à intervenir dans tous les cas de divorce. Néanmoins, si l'équité le commande, notamment, le juge peut la refuser. On voit que le juge est au cœur de la prestation compensatoire. Ensuite, le juge, même si c'est les parties qui en rapportent la preuve, doit déterminer la disparité dans les conditions de vie. Enfin, ensuite, le juge a un rôle essentiel en matière de prestation compensatoire, puisqu'il s'agira d'évaluer le montant de la prestation compensatoire. Et l'article 271 du Code civil est particulièrement instructif sur ce point. Il dresse une liste des éléments à prendre en considération, mais le juge est allé au-delà.
la Cour de cassation est allée au-delà de cette liste en précisant qu'elle n'était pas limitative et que d'autres éléments pouvaient être pris en considération pour déterminer notamment les charges, les besoins, les ressources à prendre en considération. Je pense notamment à tout ce qui concerne les pensions alimentaires qui certes constituent une charge pour celui qui doit la verser, mais l'époux ou l'épouse qui reçoit une pension alimentaire à destination de ses enfants n'a pas à être pris en considération au titre de ses ressources. Je vous invite à consulter la jurisprudence sous 271. Ensuite, le juge, et la Cour de cassation en particulier, a précisé les modalités de versement de la prestation compensatoire. Versé par principe sous forme de capital, à titre de tempérament, un capital échelonné sur une période de 8 ans, à titre subsidiaire, sous forme d'un bien en propriété ou à titre d'usufruit. La Cour de cassation a précisé aussi la notion de rente viagère et a permis le versement d'une prestation compensatoire sous forme de capital et de rente combinée, en fonction bien évidemment de l'âge et de l'état de santé du créancier. Enfin, on pouvait appréhender dans le cadre de ce sujet de dissertation les conséquences civiles du divorce. La question, mais très succinctement, parce que ce n'est pas dans votre programme non plus, et ça demande en plus des connaissances techniques et particulièrement précises, c'est la liquidation du régime matrimonial. En effet, lorsque les époux vont se séparer, va s'ouvrir mécaniquement une indivision post-matrimoniale, et cette indivision, il va falloir liquider le passé, et à la suite, il va falloir aussi liquider, partager plutôt, cette indivision. Et là, le juge est au cœur également. Certes, les parties peuvent proposer un règlement de liquidation, mais le juge va être au cœur de la liquidation du régime matrimonial afin de protéger les intérêts des époux et protéger notamment l'époux le plus faible. Donc en résumé de ce sujet de dissertation, le juge est au cœur. Le juge est un élément essentiel des conséquences civiles du divorce. C'est un élément essentiel afin de protéger l'aspect institutionnel du mariage. Le juge est au cœur tout simplement parce qu'il va devoir concilier, et c'est une idée qu'on retrouve de plus en plus en matière de droit de la famille. On a d'un côté cet aspect montant de contractualisation, d'offrir de plus en plus de liberté aux parties contractuellement, et de l'autre l'aspect ordre public, l'aspect institutionnel finalement. Et le juge devant concilier ces deux intérêts, ces deux mouvements qui a priori sont contradictoires, entre d'un côté offrir une plus grande liberté, essayer de favoriser cette contractualisation du divorce, par extension du mariage, afin de pacifier au plus les cas de divorce et de pacifier, de simplifier finalement la dissolution de l'union matrimoniale. Et c'est ça l'objectif du juge ici, c'est clairement de pacifier les relations qui peuvent être parfois tendues en matière de divorce. Comment peut-il le faire? Et il a un rôle essentiel, et là c'était limite en dehors du sujet, même si on pouvait l'appréhender, c'était d'envisager le rôle de conciliateur du juge dans le cadre de la procédure de divorce, alors certes, qui a disparu désormais avec la loi de programmation de la justice. Néanmoins, le juge a vraiment ce rôle de conciliateur. Alors quand je dis que ça a disparu, c'est la phase obligatoire qui a disparu. Le juge a un rôle de conciliateur afin de pacifier les relations, afin de pacifier la dissolution de l'union matrimoniale. J'en ai terminé avec ce sujet où vous avez bien constaté que l'on avait remis, c'est l'essentiel de la méthode, de remettre le juge au cœur du sujet. Je vous souhaite à tous bon courage dans le cadre de la préparation du concours complémentaire. Au revoir.